Mesdames, Messieurs, bienvenue à Travers. Pour cette émission, nous avons l'exceptionnel honneur d'avoir avec nous la peintre, la philosophe, l'écrivain, mais surtout la médiatrice et la conceptrice de programmes pour la paix, Madame Martine Libertino. Madame Libertino, merci de nous honorer par votre présence ici. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Ce qu'on aimerait d'abord vous demander, Madame Libertino, c'est quand avez-vous pris conscience que vous avez une mission d'encourager la paix et la sagesse dans le monde? Vaste question. Bon, je peux donner environ une date quand même, c'est vrai. C'est qu'autour de l'âge de 30 ans, il m'est arrivé des situations dans ma vie qui m'ont fait changer de parcours, puisque je n'étais que peintre, artiste peintre, qui était déjà une vocation d'ailleurs et qui l'est toujours. Et c'est pendant cette période que j'ai pris conscience vraiment d'un choix d'aider l'humanité. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas, une question. Oui. Depuis mon enfance, j'étais toujours très à l'écoute de l'humanité. Je me faisais beaucoup de soucis étant enfant pour le bonheur des autres, surtout pour la souffrance des autres, des animaux, enfin de tout ce qui se passait sur la Terre. Et donc je peux dire que depuis ma naissance, en fait, inconsciemment ou pas, j'ai toujours été appelée. Il est il est écrit que les bases de votre philosophie ont été posées vraiment autour des années 1986-1988. Sur quoi se fonde effectivement exactement votre philosophie? Alors, ma philosophie, je dirais, se base essentiellement sur l'amour. Mais encore faut-il comprendre ce que veut dire aimer, n'est-ce pas? Absolument, voilà, parce oui. que là aussi, c'est une vaste analyse. Hein, oui, qu'est-ce que l'amour? Mais c'est vrai que si je devais faire vraiment, dire en un mot à quoi correspond ma philosophie, cette philosophie correspond non pas à la recherche de l'amour, mais à la capacité de l'être humain à trouver cet amour en lui, pour les autres et pour la vie. Et partant de là, savoir, parce que c'est mon unique conviction, c'est que l'homme ne peut pas vivre sans amour, bien qu'il puisse penser à certains moments qu'il peut s'en passer. L'homme ne peut pas vivre sans amour et ne peut pas construire sa vie et son futur et le futur de ses enfants sans amour. Comment définir l'amour? L'amour, c'est déjà le respect. C'est pas seulement être amoureux, n'est-ce pas? Bon, amoureux, c'est bien aussi. Hein, je ne suis pas contre le fait d'être amoureux, bien au contraire. Mais c'est un des aspects, en fait, de l'amour. Alors que l'amour, c'est déjà respecter ses besoins, c'est se respecter soi-même, c'est respecter ce qui est autour de nous, c'est respecter les autres. Et c'est surtout prendre conscience de ce que nous sommes, de la complexité de l'être qui est en nous, prendre conscience de nos besoins. Et prendre conscience que lorsqu'on respecte nos besoins, on ne va jamais à l'encontre des besoins des autres. Dans votre réponse, vous dites prendre conscience de qui nous sommes. On se voit, c'est une grande question. C'est quoi l'homme ou qui est l'homme? En fait, qui sommes-nous d'après vous? Alors l'homme est une machine complexe, et belle justement parce qu'elle est complexe. Et c'est la raison pour laquelle cela demanderait bien plus de travail, bien plus de compréhension, bien plus de recherche dans la vie de l'être humain, parce que justement l'homme est avant tout une machine qui, si je puis dire, bon bien sûr c'est un symbole quand je dis que c'est une machine, mais on peut dire quand même que c'est une machine puisque il possède en lui deux êtres qui peuvent être antinomiques s'il n'en prend pas conscience. Alors que ces deux êtres peuvent être complémentaires et il peut partir justement à la recherche de ces deux êtres pour comprendre tout ce fonctionnement, pour comprendre aussi ses réactions au quotidien, dans la vie de tous les jours. Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi j'ai cette réaction instinctive face à une personne, face à la vie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et cette recherche justement de cette complexité du fonctionnement humain permet de plus en plus de découvrir et de simplifier justement notre vision de nous-mêmes et de se rendre compte que nous sommes nos premiers gestionnaires, si je puis dire, de cette machine. Et à partir du moment où je la comprends, que je décide de l'améliorer, c'est à ce moment-là que je vais commencer à trouver le bonheur parce que je vais commencer à m'aimer. Voilà.
La sagesse et la paix restent pour tout profane deux concepts appartenant à une réalité combien idéale. Est-ce que vous pourriez nous aider à rendre beaucoup plus accessibles ces deux concepts pour nous dans une dimension finie, voilà, finie notre dimension, quoi. Bon, ben déjà, la sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'évidemment, ce sont des grands mots hein, qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses et peu de choses. Ce sont des mots qu'on utilise beaucoup. Mais je pars du principe que dès que j'utilise un mot, je dois le mettre en pratique. Voilà. Donc le mot sagesse se dit très vite, mais il faut des années pour le mettre en pratique. La sagesse, en fait, pour moi, c'est un peu la voie du milieu, c'est-à-dire que c'est la voie de l'équilibre. Et si on regarde bien justement le fonctionnement humain, on va s'apercevoir qu'il est toujours dans deux extrêmes opposés. Regardez par exemple ce concept qui est tout simple parce que c'est un concept que tout le monde comprend dans l'humanité, c'est l'amour et la haine, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Si on parle d'amour, on peut parler de passivité, on peut parler de dépendance, dépendance affective. Pour moi, ce n'est pas de l'amour. On peut parler de possessivité, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des extrêmes, ce sont des interprétations de l'amour. Et ces extrêmes, justement, vont amener une personne à l'opposé, à l'extrême opposé, qui sera la haine, le rejet de l'autre. La sagesse, c'est ce qui se situe justement entre ces deux extrêmes, qui est je m'aime et j'aime l'autre. Et le fait d'aimer l'autre ne veut pas dire que je vais me sacrifier pour lui. Et le fait de m'aimer ne veut pas dire que je vais être indifférent aux besoins de l'autre. Voilà. Et la sagesse, c'est toujours trouver cet équilibre entre ce que j'éprouve et entre ce dont l'autre a besoin et ce dont j'ai besoin. En fait, c'est ça la sagesse. Mais encore une fois, on peut en parler pendant des heures parce que la sagesse est un mot que nous devrions mettre en pratique à chaque seconde de notre vie, ce qui demande évidemment un travail. Un travail. Et la paix? Et pour la paix? Alors la paix pour moi n'est que la conséquence de la sagesse. Oh là là. C'est pour ça que je définis toujours la sagesse et la paix, non pas la paix et la sagesse. Parce que la paix n'est qu'une conséquence. C'est un symptôme, la paix. Un symptôme du bonheur de l'être humain, un symptôme du respect de l'être humain pour lui-même et pour les autres, et un symptôme évidemment de cet équilibre entre les forces, parce qu'il ne faut pas rejeter la force, au contraire, nous avons besoin de cette force dans notre société, mais en même temps, cette force ne doit pas nous rendre combatifs, elle doit nous rendre déterminés. Ici en Haïti, on est habitué à se battre contre beaucoup de choses, à manifester contre quelque chose ou une personnalité, à dire non à une personne, non à peut-être à une institution. On n'est pas toujours on se bat pas toujours pour quelque chose. Ça arrive. Dans votre philosophie, vous appelez surtout les gens à se battre pour quelque chose. C'est bien ça, non? Alors, déjà, si ça peut vous rassurer, c'est pas seulement en Haïti. Hein. Vous pouvez aller sur tous les continents. C'est vrai. Ce sont des formules que tous les êtres humains, partout, dans toutes les cultures, vont utiliser. D'ailleurs, on dit « je vais me battre pour des idées ». Oui. Voilà. Alors, par rapport à votre question, c'est vrai qu'il y a plusieurs paliers. Le premier palier, c'est prendre conscience que se battre contre nous conduit à être en réalité dans une situation de vulnérabilité, parce que si je me bats contre, ça veut dire que j'ai de la colère. Si j'ai de la colère, ça veut dire que j'ai de la peur, et ça veut dire que je me mets dans une situation de conflit. Donc si je me mets dans une situation de conflit, je vais attirer le conflit, l'agression en face de moi. Donc prendre conscience qu'on ne doit pas se battre contre, c'est déjà bien. Mais on peut prendre également conscience que se battre pour n'est pas non plus positif, dans ce sens qu'on continue toujours à se battre. Vous voyez ? Voilà. Alors c'est le combat qu'il faut écarter. Alors voilà, exactement. Dans ma philosophie, n'est pas de combattre, elle est d'agir pour. C'est différent. Voilà. Et de faire en sorte de faire confiance en ses capacités, de faire confiance en la vie et de visualiser ce que je veux parce que j'y crois et de prendre conscience du pouvoir qui m'anime, qui vont me faire créer ce que je souhaite, vous voyez, ce que je veux en fait. Donc il faut vouloir mais ne pas combattre. Parce que si je combats même pour, je me fatigue, j'épuise mes forces. Si je veux, au nom de mon pouvoir et au nom de mon libre arbitre, je ne fais que créer peu importe quand ni comment, mais je vais créer ce que je veux parce que je l'ai décidé. Là intervient une question comment vraiment parvenir à avoir cette vision du monde en sachant que nous avons été éduqués d'une certaine façon,
on nous a appris que la vie est un combat, qu'on s'était mis à se battre, à combattre, à se battre tout le temps. Est-ce qu'on peut vraiment parvenir à voir la vie comme vous dites là et vivre ainsi? Alors, vous voyez, bon, je trouve intéressant votre question parce que vous me parlez d'éducation. Vous me dites, on nous a éduqués de cette manière-là. Bon, je peux dire qu'il y a deux réponses à cela. Dans ce sens que notre éducation, l'éducation que nos parents nous ont donnée, est une éducation que nous avions nous-mêmes, que nous avons nous-mêmes à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que la configuration humaine, où que nous soyons, justement, nous montre que nous avons en nous une éducation qui existe déjà à la naissance, avant que nous naissions dans une famille. C'est-à-dire qu'on va naître avec la peur de ne pas être aimé, on va naître avec la peur de ne pas être compris, on va naître avec la capacité d'avoir des dons aussi, parce qu'il ne faut pas parler non plus que de nos programmations émotionnelles, de nos difficultés. Il faut parler aussi des belles choses qui animent un enfant déjà à sa naissance. Un enfant va naître avec déjà des potentialités énormes qui vont lui permettre, qui va étonner d'ailleurs ses parents, parce que tout d'un coup on va le voir évoluer dans une situation, on va dire mais il n'a jamais appris comment il sait ça. Eh ben, il sait ça parce qu'il est né avec, parce qu'il a déjà tout ça en lui. Bon, ce qui veut dire que déjà il faut perdre cette idée que ce n'est pas l'éducation qui fait l'homme. L'homme est fait avant l'éducation. L'enfant naît avec sa personnalité, avec ses qualités, avec ses difficultés. Il a déjà une configuration qui est faite. C'est un puzzle qui s'est mis en place déjà à sa naissance, avec sa manière de penser, sa manière de voir les choses, qui va faire évoluer à l'intérieur de lui. Bon, il est vrai que l'éducation qu'il va recevoir va confirmer ce qu'il éprouve au fond de lui, ou va infirmer. Mais en dernier lieu, c'est toujours lui qui va décider s'il accepte la vision des adultes ou s'il ne l'accepte pas. Mais évidemment qu'avec notre difficulté d'être humain, actuellement dans notre société, à ne pas comprendre ce que nous sommes et comment nous fonctionnons, ben, souvent nous simplifions la situation en disant oui mais je suis comme ça à cause de mon éducation, je suis comme ça à cause du voisin qui m'a fait du mal, je suis comme ça à cause de cette personne. Vous voyez, on a toujours besoin d'expliquer le pourquoi du comment, alors qu'en réalité c'est toujours moi en dernier lieu qui prend une décision. Alors la deuxième réponse, c'est que, comme vous avez parlé d'éducation tout à l'heure, je vous remercie d'avoir utilisé ce mot parce que ça m'arrange bien, et qu'en même temps vous vous posez la question comment faire. Ben, la réponse est dans votre question en fait, c'est que si nous avons pu recevoir une éducation quelle qu'elle soit, ça veut dire que nous pouvons recevoir une autre éducation. Clair. Voilà. J'ai pensé en fait. Voilà. Ce qui veut dire que tout simplement, moi ce que j'attends de l'humanité, si je peux me permettre d'attendre quelque chose d'elle, n'est-ce pas? Je peux me permettre, ça fait bientôt 40 ans que j'enseigne, donc j'ai eu assez de patience pour pouvoir me permettre d'attendre quelque chose. Mais c'est vrai qu'il suffirait simplement que nous acceptions que tout ce qui est à l'intérieur de nous est malléable, peut s'améliorer, je ne dis pas se transformer, simplement s'améliorer, au même titre qu'un enfant qui va à l'école ne reste pas à son niveau d'école primaire. Il va aller à l'école secondaire, il va améliorer ses connaissances. Ensuite, il va aller à l'université, il va améliorer ses connaissances. Ensuite, il va devenir professeur, il va améliorer ses connaissances. Alors, je vous pose la question, comment se fait-il que dans ce domaine-là, pour nous, c'est d'une évidence fondamentale que un enfant, en grandissant, ne reste pas à l'école primaire. On va lui donner une éducation intellectuelle qu'il va faire fructifier. Eh bien, l'histoire de l'homme, c'est exactement la même chose. C'est que nous devons nous éduquer à la paix, nous devons nous éduquer d'une certaine manière, nous devons éduquer ce qui est en nous, c'est-à-dire notre subconscient, pour pouvoir justement construire notre vie et pour pouvoir parvenir à la paix. Donc c'est vraiment une question d'éducation essentiellement. Oui, mais cette éducation du subconscient, elle commence où pour nous autres qui avons l'habitude de voir les choses autrement? Ben, elle devrait commencer dès la naissance. Elle devrait, j'entends bien. Voilà. Elle devrait. Maintenant, pour un enfant, disons actuellement dans notre situation, aujourd'hui, un enfant peut commencer à recevoir cet enseignement, puisque j'ai créé des écoles d'éveil philosophique qui fonctionnent en Suisse, qui fonctionnent en Haïti, en Afrique. Et dans ces écoles d'éveil philosophique, nous avons des enfants à partir de 6 ans qui sont capables de commencer vraiment ce travail d'apprentissage d'être humain, de découverte de soi. Et je peux vous dire que les enfants vont très, très, très vite. Voilà. Et donc, normalement, cet enseignement devrait être
inclus dans le programme scolaire. Et pour moi, c'est la seule possibilité pour l'humanité actuelle d'aller rapidement vers la paix que tout le monde souhaite. Et justement, vous faites un très grand travail pour la paix et tout au long des années 90, vous avez travaillé pour la paix en ex-Yougoslavie, à la Serbie, à la Bosnie. Fort de cette expérience, permettez que je vous pose cette question-là. La paix a-t-elle un prix? Bon, là aussi, vous voyez, je pourrais vous dire oui et non, parce que la paix est une conséquence du bonheur, n'est-ce pas? Oui. Bon. Pour moi, le bonheur n'a pas de prix, parce que est-ce que le bonheur doit se payer? Le bonheur, pour moi, c'est un état d'être qui est l'évidence même de notre vie sur Terre. Pourquoi on viendrait sur Terre pour être malheureux? Pourquoi viendrait-on sur Terre pour se faire souffrir? Pour moi, c'est une aberration, cette histoire. Certaines personnes parlent du karma, vous y croyez? Disons que dans la religion, dans certaines religions, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire, mais encore une fois, nous avons une interprétation du karma. Soit nous avons une interprétation neutre, le karma, ça veut dire j'ai un travail à faire dans cette vie, donc il n'y a pas de connotation négative. Et certaines personnes vont y mettre une connotation négative. Aïe, 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 il m'arrive cette histoire, ça doit être mon karma. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les problèmes qui m'arrivent, toutes les épreuves qui m'arrivent, c'est parce que je le mérite, je dois être puni, voyez. Mais on a exactement cette même vision dans la religion catholique, dans la religion chrétienne, parce que je perçois ma religion, je perçois ma philosophie à travers mon subconscient. Donc j'y mets quelque chose de négatif. Mais en réalité, voilà, il n'y a rien de négatif. Dans ce sens que je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ma manière de penser, de ma manière d'agir, et donc je ne mérite aucune punition. Je dois être responsable, puisque je suis face à la vie, je prends mes décisions. Qu'elles soient personnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient affectives, qu'elles soient sociales. Voilà, en tant que citoyen, je prends mes décisions. Et du moment que j'ai pris mes décisions, je dois être responsable. Mais la responsabilité ne me demande pas de me sentir coupable et de me punir parce que je suis pécheur. Ça, c'est un mot qui n'existe pas non plus dans ma philosophie. Vraiment? Non. Vous n'y croyez pas au péché? Mais non, je crois à la responsabilité. Mais pourquoi dire à une personne tu es pécheur? Pécheur de quoi? Pourquoi on doit se faire du mal en se disant « Ah, j'ai fait du mal, je mérite une punition ». Non, je suis une personne qui peut faire des erreurs. Et si je fais des erreurs, sans complaisance, je les vois, je me pardonne cette erreur et je m'active pour ne plus la refaire et je remercie de cette expérience. C'est suffisant. Vous avez toujours vu la vie ainsi? Oui, je pense, oui. Oui. Les enfants et les adolescents, vous travaillez beaucoup avec eux, vous accordez une grande place à cette tranche d'âge, si vous permettez que je parle ainsi. Pourquoi accordez-vous cette importance aux adolescents et aux enfants? C'est parce que j'accorde de l'importance à l'être humain, tout simplement, n'est-ce pas? Et comme j'aime l'être humain, je me dis qu'il vaut mieux très vite qu'il s'arrête de souffrir. Et pourquoi s'arrêter de souffrir à 50 ans alors qu'on peut s'arrêter de souffrir à 5 ans? Voilà. Donc l'être humain, la plupart des êtres humains, enfin tous les êtres humains, vont se développer leur personnalité d'une manière juste ou pas, dès leur plus jeune âge, parce que l'expérience de l'enfant, à travers son regard aussi sur sa famille, sur ses parents, va le conduire à renforcer ses programmations émotionnelles ou à renforcer ses qualités. Et d'expérience, si on regarde fonctionner les enfants, on se rend compte qu'ils n'ont pas les tabous des adultes. Non. Ils n'ont pas les conventions des adultes. Ils sont purs, ils sont simples finalement. Voilà. Et donc, ils sont prêts beaucoup plus facilement, je dirais, à absorber un enseignement, à le comprendre, à en faire quelque chose, parce qu'ils n'ont pas d'orgueil, parce qu'ils n'ont pas peur de se remettre en question. Pour eux, c'est tout simple. Voilà. C'est pour ça que ça a une importance fondamentale d'enseigner déjà aux enfants dès leur plus jeune âge pour qu'ils prennent de bonnes habitudes de fonctionner et pour qu'ils prennent de bonnes habitudes pour construire leur vie, pour qu'ils deviennent responsables et puis pour qu'ils soient heureux dans leur vie. Alors, une dernière question avant la pause. On va marquer une pause dans un instant. Quelles sont les bonnes habitudes de vie? Alors, les bonnes habitudes de vie, évidemment, tout ça est accompagné d'actes, bien sûr, mais une bonne habitude de vie, c'est de se rendre compte que personne mieux que moi ne peut me faire du bien.
Personne. Je suis la seule personne qui sait ce dont j'ai besoin. Ce qui veut dire que quand je me lève tous les matins, à chaque seconde de ma vie, je dois prendre soin de moi. Voilà. Mais encore une fois, prendre soin de moi n'est pas je suis égoïste et je ne pense qu'à moi, c'est autre chose. Mais pour prendre soin de soi, de nouveau, il faut savoir qui nous sommes, il faut savoir ce que j'attends de la vie, ce que j'attends de mon frère, de ma soeur, ce que j'attends de mes parents, ce que j'attends de mon couple. Voilà, qu'est-ce que je veux et surtout prendre conscience que le bonheur n'est pas voilà, quelque chose d'abstrait, que éventuellement je vais pouvoir avoir quand j'irai au paradis plus tard quand je serai mort, mais le bonheur c'est ici tout de suite parce que je le mérite. Oui. Donc c'est vraiment un travail, c'est un travail de chaque seconde. Donc c'est déjà la première, je dirais le premier état d'esprit que nous devons avoir, c'est nous aimer. Voilà. Et ensuite se rendre compte que toute réaction que je vais avoir dans ma journée sera justement la preuve que je m'aime ou que je ne m'aime pas. Exemple, si je m'énerve, parce que dans la journée, combien de fois on va s'énerver, combien de fois on va s'agacer parce qu'on a quelqu'un devant nous, parce que sur la route, parce qu'on trouve que les autres ne se comportent pas bien, parce qu'on trouve que la vie est injuste, parce qu'on souffre, etc. etc. Et on va s'apercevoir que chaque fois qu'on s'énerve, en fait, je me fais du mal. Voilà. Et si je dis à une personne, mais tu vois, quand tu t'énerves, tu te fais du mal, ouais, non, mais c'est rien, c'est normal, tout le monde s'énerve, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que chaque fois que tu t'énerves, tu te fais du mal. Voilà. Et chaque seconde où on se fait du mal est une seconde de trop. Donc, prendre conscience toute la journée, en fait, que au lieu de m'énerver, je dois lâcher prise face à la situation qui est en face de moi, mais lâcher prise n'est pas me soumettre. Vous voyez. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons dans notre société? C'est que d'abord nous nous soumettons et ensuite nous nous énervons. Donc, on ne doit pas se soumettre, mais on ne doit pas s'énerver. C'est-à-dire qu'on doit voir ce qui est en face de nous, voir la réalité. Donc ça fait partie aussi du bonheur, ça fait partie de s'aimer, c'est de voir la réalité, de cesser d'en souffrir, mais d'agir pour la transformer. Alors, j'aimerais bien vous poser une question maintenant, mais le moment de la pause, on va marquer la pause, on revient tout justement après. Et déjà, je vous dis la question, c'est est-ce que c'est nous qui nous rendons malades? C'est la question, mais le temps de la pause, téléspectatrices, téléspectateurs, restez branchés, vous suivez à travers. Le temps de marquer une pause, on revient dans un court instant. Vous suivez à travers sur la télévision Pacifique et notre invitée aujourd'hui est la philosophe Madame Martine Libertino. Avant la pause, on parlait de... J'avais lancé la question, c'est est-ce que c'est nous qui nous rendons malades? Bon, peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais je vais vous dire oui, dans ce sens que ça ne veut pas dire que je vais décider que demain je vais être enrhumé, vous voyez, c'est pas, encore une fois, l'être humain est plus complexe que cela, mais il faut partir du principe que l'être humain, en fait, est composé d'un corps, ça tout le monde le sait, puisque c'est visible, mais nous sommes, nous avons un corps, mais nous avons aussi ce qu'on peut appeler une âme, un esprit, etc. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette âme, il y a tout ce que je véhicule avec moi, de mes émotions, de mes sentiments, de mon intuition aussi, de tout ce que je perçois, de tout ce que je ressens. En fait, notre corps est la conséquence, d'une certaine manière, de cette âme. Et cette âme émet aussi ce qu'on appelle des énergies, et la science reconnaît aujourd'hui d'ailleurs que nous fonctionnons de cette manière-là, dans ce sens que notre corps énergétique fait fonctionner correctement ce que nous appelons les glandes dans notre corps, et ce sont les glandes qui vont faire fonctionner nos organes. Bon. Donc partant de cette évolution dans notre corps, si un matin je me lève en étant de mauvaise humeur, en ayant des soucis, parce que voilà, je vis des épreuves que je n'accepte pas, je vais bloquer en fait tout le système circulatoire. D'ailleurs, le système circulatoire donc de notre corps correspond au système circulatoire de notre énergie. Donc à partir du moment où je vais me faire du souci, où je vais être mal parce que j'aurai des émotions, je vais bloquer le fonctionnement de mes glandes qui elles-mêmes vont bloquer le fonctionnement de mes organes. Et au bout de 3 jours, comme par hasard, je vais me retrouver au lit avec une grippe sans comprendre pourquoi. Vous voyez, voilà. Donc en fait c'est le cheminement
de mon fonctionnement émotionnel que je ne perçois pas, puisque on ne nous apprend pas tout cela, qui va me conduire à la maladie ou à une maladie plus grave. Par exemple, le cancer est une maladie d'inhibition. C'est qu'à force de garder des choses à l'intérieur de soi pendant des années, une personne va créer un terrain propice en fait à la maladie et va affaiblir son système immunitaire. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je peux dire que l'être humain crée ses maladies. Voilà. Vous avez parlé d'acceptation. Bon, vous avez dit une situation qu'on est en train de vivre mais qu'on n'arrive pas à accepter. Oui. Est-ce qu'il faut accepter toutes les situations? Tout dépend de ce qu'on appelle accepter, n'est-ce pas? Oui, Donc il faut bien faire attention à ce que nous disons, dans ce sens que je ne prône pas la soumission, absolument pas. Accepter, cela veut dire ne pas souffrir d'une situation et ne pas se révolter contre une situation que nous voyons en face de nous qui existe. Donc à partir du moment où elle existe, je ne peux pas la supprimer, elle est là, vous voyez? Alors j'ai deux solutions, ou même trois solutions. Soit je me mets en colère parce qu'elle est là, soit je la fuis, je fais comme si elle n'existait pas, soit je la vois, je l'accepte. Bon, si je prends les deux premières solutions, je la fuis, je vais en apparence m'imaginer qu'elle ne me fait pas souffrir, mais en fait elle va me faire souffrir quand même. Et je vais avoir la conséquence quelque temps après, parce que je me serai un peu anesthésiée, n'est-ce pas, sur le moment, mais la souffrance sera là quand même. Si je me mets en colère, c'est vrai que la réaction sera plus voyante, parce que je vais me fâcher, je vais créer un conflit, et la colère que je vais avoir à l'intérieur de moi, qui sera un effet de ma frustration, va me rendre malade, va me faire du mal aussi. Donc, dans ces deux cas, en fait, je suis, sans me rendre compte, je vais être négatif et je vais me faire du mal. Peut-être je vais faire du mal aux autres aussi. Si je fais preuve de lâcher prise, c'est pour ça que je préfère parler plutôt de lâcher prise que d'acceptation, ça veut dire que je vais accepter de voir une situation que pour le moment je ne peux pas changer. Le fait de lâcher prise et de la regarder veut dire que je vais voir les avantages, les inconvénients de cette situation, je vais voir tous les dangers qui sont en face de moi. Donc ça me rend beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Et ça me rend beaucoup plus neutre, beaucoup plus capable de savoir quel choix je vais devoir prendre pour justement soit assumer la situation, soit me retirer de cette situation, soit me protéger de cette situation, parce que j'ai l'esprit clair en fait. Voilà. Ce qui veut dire que mes émotions vont m'empêcher de voir la situation et de prendre une véritable décision qui va me protéger, qui va m'aider, ou qui va protéger l'autre, alors que la fuite ou la colère vont m'empêcher justement d'être réaliste et de voir la situation. Donc lâcher prise n'est pas se soumettre. Lâcher prise, c'est accepter pour agir mieux, pour supprimer une situation. Merci, parce que là, vraiment, s'il fallait peut-être éclairer ça un peu. Sauver notre société, utopie ou réalité est le titre d'un ouvrage que vous avez publié en 2009. Un ouvrage qui symbolise en quelque sorte une boîte de propositions pour une meilleure société. Comment parvenir à une meilleure société haïtienne, là, partant de quelques propositions que vous avez faites dans l'ouvrage. Bon, déjà, il faudrait se poser cette question. Est-ce que déjà cette question est utile aujourd'hui à notre société? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle est utopique ou elle ne l'est pas? Déjà, la question elle-même. Parce que j'entends souvent les gens dire mais l'homme est ainsi fait, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des souffrances. Alors, où on baisse les bras et on décide de continuer comme ça, et on décide que nos enfants vont de plus en plus souffrir, et que nous allons leur laisser une terre exempte, donc, et au niveau de chaque pays, parce que ce n'est pas seulement Haïti, c'est partout que nous devons changer les choses, en attendant un hypothétique Dieu qui va décider pour nous comment faire des miracles, ou alors nous décidons de faire les miracles nous-mêmes parce que tout cela est inacceptable. Moi, c'est ma vision des choses, c'est que pour moi ce n'est pas utopique de changer notre société parce que nous n'avons plus le choix. Voilà. Et que je peux parler pour Haïti, je peux parler du monde, nous devons aujourd'hui agir. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit nous décidons de continuer à demander à nos gouvernements d'agir pour nous, aux institutions d'agir pour nous, soit nous rendons compte que maintenant il faut arrêter de rêver, parce que finalement c'est rêver, d'attendre toujours que les autres agissent pour nous, ou il faut s'arrêter, se poser la question, mais au fond, ai-je le pouvoir de faire quelque chose ou non? Il faut répondre à cette question, voyez, parce qu'aujourd'hui,
Dieu merci, beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens en ont marre de souffrir. Ils ne veulent plus une société comme celle-là, mais ils continuent à attendre toujours que nos institutions les sauvent. Et c'est là où je dis arrêtez, nous pouvons nous-mêmes nous sauver, nous n'avons plus besoin des institutions, nous n'avons plus besoin de nos gouvernements. De toute façon, si nos gouvernements pouvaient nous sauver, ils nous auraient déjà donné la preuve qu'ils pouvaient le faire. Alors qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait, voyez ? Donc sauver notre société, c'est décider de se sauver nous-mêmes à titre individuel pour regarder en tant que citoyen notre pays, regarder qu'est-ce qui freine. Bon, vous avez parlé de Haïti, n'est-ce pas ? Bon, c'est pour ça que je suis ici. C'est tout le travail que nous faisons avec la communauté des médiateurs pour la paix, c'est de se rendre compte, parce que chaque pays, en fait, on peut considérer que chaque pays a une personnalité, avec ses qualités, avec ses difficultés émotionnelles. Et pour sauver un pays, il faut que ce pays se rende compte de ses programmations émotionnelles pour qu'il puisse s'en défaire, pour qu'il puisse s'en débarrasser. Et c'est exactement le travail que nous faisons aujourd'hui ici avec la communauté de médiateurs qui sont formés pour aider la population, pour que nous puissions nous rendre compte, pour que la population puisse se rendre compte en fait de ce qui la freine. Vous voyez, pas de s'occuper de ce qui freine le gouvernement. Bon, bah, si le gouvernement veut nous suivre, tant mieux, hein. On est très heureux de l'accueillir avec nous, mais moi je prétends que même au niveau du gouvernement, un homme est un homme et il doit aussi faire un travail sur lui. Voilà. Bon. Quand les gouvernements comprendront ça, je pense qu'on pourra avancer plus vite. Aujourd'hui, le but, c'est pas de convaincre les autres, c'est de décider de balayer devant notre porte. Et les citoyens ont les moyens de le faire. Mais ça veut dire que chacun doit prendre conscience de sa peur, de sa passivité, de sa colère, de son impression qu'il n'est pas capable, de l'impression que... Vous voyez, il y a une phrase qui revient toujours, que j'entends tout le temps, là je parle de Haïti, hein, c'est notre pays est maudit. C'est violent, je trouve, c'est dur. Voilà. Et je dis toujours, mais arrêtez de parler comme ça de votre pays. En fait, à force de le dire, il va le devenir. Absolument. Parce que nous avons un pouvoir. Imaginez que dans une société, je dirais, 10 000 personnes disent tous les jours en se levant, notre pays est maudit. Mais par la force des choses, il va le devenir parce que nous avons le pouvoir de l'amener à tirer des situations qui font que un jour on va dire j'avais raison de dire que mon pays est maudit parce que voilà tout ce qui nous arrive. Au contraire, il va falloir changer d'état d'esprit. Vous voyez, au niveau de Haïti, c'est vraiment le message que je veux donner, c'est que chaque citoyen doit changer son état d'esprit, doit changer sa vision du monde, doit changer sa vision de son pays et se rendre compte que chaque Haïtien a une valeur, il a des qualités, il a une détermination qui peut lui permettre de changer lui-même ce qui se passe dans son pays, ce qui se passe sur sa terre, ce qui se passe dans son village. Et il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de se dire nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Voilà. Seulement il faut travailler, c'est vrai. Il faut travailler, il faut accepter que nous avons des qualités et que ces qualités, il faut se lever le matin en se disant c'est pas l'autre qui doit faire pour moi, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois développer la rigueur, l'engagement, respecter mes engagements, savoir que je dois me faire confiance, je dois faire confiance à la vie, etc. En fait, c'est toutes les qualités que les Haïtiens doivent développer. Et ils verront à ce moment-là que nous pouvons faire des miracles tous les jours. Et je peux vous dire qu'avec la communauté de médiateurs, nous faisons des miracles avec la population qui travaille avec nous. Oui. Mais les miracles, il faut les faire à long terme. Il ne faut pas se lever un jour en disant « je vais faire un miracle, et une fois que j'ai fait un miracle, je me frotte les mains puis je vais m'asseoir ». C'est tous les jours qu'il faut les faire. Mais vous parlez de la communauté des médiateurs pour la paix. C'est quoi comme communauté en fait ? Alors la communauté des médiateurs pour la paix, en fait, est un groupe de personnes qui s'est constitué en 2011, si je me souviens bien. Je crois que c'est la première année où je suis venue en Haïti. Et donc, ce sont des personnes, des Haïtiennes évidemment, avec lesquelles je travaille, qui ont déjà elles-mêmes pris conscience de ce qu'elles devaient changer à l'intérieur d'elles, de leur vision de la vie, leur vision de leur pays, leur vision de leur vie personnelle aussi, et qui sont devenues formatrices elles-mêmes pour aider la population à créer des programmes pour la paix. Mais ce qui est important, si vous voulez, dans notre travail, c'est que nous ne commençons aucun programme auprès de la population sans que la population elle-même n'ait pris conscience du travail
qu'elle devait faire déjà à l'intérieur d'elle-même. Parce que mettre un programme en place, faire de l'agriculture, apprendre un métier tout en se détestant, ça ne sert à rien. Voilà. Donc le travail de fond justement que fait cette communauté de médiateurs pour la paix, que je suis depuis plusieurs années, puisque je vis en Haïti 3 fois par année. Et nous travaillons déjà, nous avons travaillé avec des milliers de personnes donc, en Haïti, et nous continuons à travailler. Et vraiment un travail qui permet à la population, je dirais, de se réconcilier avec elle-même. Le but, ce n'est pas de se réconcilier avec sa communauté, avec son gouvernement. C'est d'abord de se réconcilier avec soi-même, de se rendre compte de toutes les capacités que j'ai, de se rendre compte aussi que je dois m'aimer, que je dois être solidaire, parce que si je ne m'aime pas, de toute façon, je ne vais pas être solidaire non plus. Et de se rendre compte qu'ensemble, on peut faire vraiment des choses extraordinaires. Oui. En fait, avant, j'avais oublié de souligner que vous êtes également conférencière. D'ailleurs, le 4 octobre 2017, vous êtes là avec nous. Vous animez une conférence débat autour du thème « L'amour peut-il sauver Haïti ?» avec comme sous-thème « Vivre dans l'amour est-il un sacrifice ?» Pourriez-vous nous en dire plus? Pourquoi ce thème? Voilà, c'est quoi l'amour? On en avait déjà parlé, bien sûr. Quel rapport entre l'amour et le sens du sacrifice? Et puis, à qui est destinée cette conférence qui sera présentée là le 4 octobre prochain à l'hôtel El Rancho à Pétionville? Alors, en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi le thème. Ce sont justement les personnes avec lesquelles je travaille. C'est la communauté de médiateurs elle-même qui a choisi ce thème, parce qu'elle estime que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui pour Haïti, et je suis d'accord d'ailleurs avec ce thème-là, parce qu'en fait c'est la base même de la vie, de la vie sur Terre et de la vie en Haïti, et je pense que très sincèrement que le peuple haïtien a un besoin vraiment de se réconcilier avec lui-même, de se rendre compte de sa valeur, de se rendre compte du pouvoir qu'il a, de sa capacité de s'en sortir, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup parler en Haïti de l'amour de Haïti, n'est-ce pas? Ouais. Mais en même temps, il y a cette espèce je dirais, de contradiction, à savoir que j'adore mon pays, j'adore ma terre, mais je me déteste, parce que je ne vaux rien, parce que, voilà. Et j'entends souvent les Haïtiens se dire du mal d'eux-mêmes. Et un Haïtien qui veut sauver sa terre et qui veut sauver son pays va devoir passer par le chemin, par le début en fait du chemin, c'est qu'il doit d'abord apprendre à s'aimer, il doit d'abord apprendre à comprendre sa valeur, à comprendre les qualités qu'il a, qui va lui permettre de s'en sortir, de pouvoir se nourrir, de pouvoir trouver des solutions pour sauver son pays, mais d'abord pour se sauver lui-même. Et en fait, le but de cette conférence, c'est de pouvoir analyser tout cela et de pouvoir en parler. Voilà. Alors, c'est une conférence qui est ouverte à tout le monde? C'est un débat qui est ouvert à tout le monde, oui. Ouais. Et j'espère que nous aurons beaucoup de monde qui viendront participer, puisque c'est un débat. Et le but, c'est de justement pouvoir partager avec le public. Voilà. Quelle est la place des émotions dans la construction, le développement même d'un pays? Je dirais que mon vœu le plus grand serait qu'il n'y ait plus de place aux émotions. Alors, comme ce n'est pas le cas, nous n'allons pas les rejeter, nous allons faire avec. Mais disons que pour construire une société, nous devons laisser la place aux sentiments et non pas aux émotions. C'est vrai que c'est un très long débat et c'est difficile de vous expliquer tout ça pendant cette... La place aux sentiments et pas aux émotions. Voilà, et je fais une différence fondamentale justement dans ma philosophie entre le sentiment et l'émotion. Je peux vous donner un exemple. Le sentiment, si on prend le cas de l'amour, puisqu'on a parlé de l'amour, l'amour est un sentiment. Je dirais même encore plus, c'est un état d'être. Mais bon, voilà. Appelons l'amour un sentiment. Maintenant, chaque être humain a la possibilité d'interpréter cette notion de l'amour, puisque, vous voyez, on revient à l'histoire de l'éducation. Comme on n'explique pas aux enfants ce qu'est l'amour, ils ont tout loisir d'interpréter cette notion. Ce qui veut dire que je peux interpréter l'amour comme la dépendance affective ou la possessivité. Alors, pour bien illustrer ce que je viens de vous dire, l'amour étant un sentiment, la possessivité et la dépendance affective sont des émotions. Ce sont des interprétations émotionnelles de l'amour. Si j'éprouve de l'amour pour quelqu'un, je ne vais pas me perdre. Voilà, parce que je vais l'aimer, mais tout en prenant soin de moi. Si j'éprouve de la possessivité pour une personne, je vais lui faire du mal et je vais me perdre. Si j'éprouve de la dépendance affective pour une personne, je vais me perdre et je vais lui faire du mal.
Vous voyez, on est dans deux sens inverses, mais le résultat sera toujours le même. Vous voyez. Donc, la question est celle-ci. Nous avons en nous un subconscient qui fait que, effectivement, nous sommes soumis à nos émotions. Mais notre travail, c'est justement d'éduquer ce subconscient pour ne plus être soumis à ses émotions, pour pouvoir s'en libérer. Vous voyez. Donc, nous ne devons pas laisser la place dans notre société aux émotions, mais aux sentiments. Super. Alors, quel genre d'éducation nous faudrait-il pour une société de réussite? Justement, la première éducation dont nous avons besoin, c'est de comprendre le fonctionnement de l'être humain. C'est ça, vous voyez, dans ce sens que toute théorie ne sert à rien si nous ne savons pas comment fonctionne la machine. Je veux dire, dans n'importe quelle société, je veux dire, au niveau de la technologie, la première chose qu'on va apprendre à un apprenti, c'est à démonter une machine pour pouvoir la remonter. Absolument. Voilà, l'être humain, c'est pareil. C'est que nous devons savoir comment fonctionne cette machine si belle qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir la démonter et la remonter. C'est ce que j'appelle la déprogrammation émotionnelle, pour se reprogrammer d'une manière juste, pour pouvoir comprendre nos sentiments, pour pouvoir exprimer nos sentiments et pour pouvoir justement laisser la place à ces sentiments pour pouvoir les exprimer, les partager, mais sans que ça se transforme justement en émotion. Donc le travail, c'est de permettre aux enfants, dès leur plus jeune âge, de comprendre comment fonctionne l'être qui est en eux pour pouvoir le décoder et pour pouvoir faire fonctionner cette machine d'une manière juste qui leur permettra d'accéder à cette fameuse sagesse dont vous parliez tout à l'heure, qui ne peut nous conduire qu'à la paix et au bonheur. Oui. Alors voilà, c'est quasiment la fin de l'émission, mais avant, un mot spécial pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui regardent à travers maintenant et qui également, je suis presque certain, qui vont participer à la conférence du 4 octobre prochain. Le mot spécial, puisque nous sommes en Haïti, serait que j'aimerais que chaque Haïtien prenne conscience de la beauté, non pas seulement de leur pays, de son pays, mais de la beauté de chaque être qu'ils sont, et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas seulement des problèmes en Haïti, il y en a partout, et qu'il n'est pas seulement lui, je dirais, porteur de tous les malheurs et de toutes les laideurs humaines, mais qu'il a autant de beauté que n'importe quel être humain sur la Terre. Et je crois que c'était vraiment un message qui est important pour chaque Haïtien aujourd'hui. Oui. Merci infiniment à Madame Libertino. Une nouvelle fois, vraiment merci d'avoir partagé votre temps avec nous. Je trouve un temps très précieux. Et merci d'être là avec nous, franchement, en Haïti. Merci à vous. C'était un plaisir. Oui. En fait, c'est ici la fin d'À travers, mais avant de conclure totalement, n'oubliez pas, le mercredi 4 octobre, à partir de 6h de l'après-midi, à l'hôtel El Rancho, à Pétionville, il y a à la salle Épicure, il y a cette conférence débat ouvert à tout le monde, franchement, à partir de 6h, je l'ai déjà dit. Et puis, vous pouvez également envoyer des messages pour plus d'informations à l'adresse électronique suivante, centre Martine Libertino @gmail.com, centre CENTRE, Martine MARTINE, Libertino LIBERTINO @gmail.com, ou vous pouvez également appeler au 37 26 78 68. N'oubliez pas, mercredi, oui. Est-ce que je pourrais juste ajouter quelque chose d'important? C'est que l'entrée de la conférence sera payante. Mais cet argent servira pour mettre des programmes en place donc en Haïti. Voilà, l'entrée sera payante, mais l'argent servira à mettre des programmes de paix. Alors des programmes pour une meilleure société, des programmes pour la paix en Haïti. Et pour les populations défavorisées. Défavorisées, voilà. C'est ici la fin d'À travers pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à rester branché à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. On va rester